célébrer les 50 ans de la période de mai 68, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous en pensez de cette évocation, cette célébration? Je ne sais pas quel mot il faut employer. Ben moi, je suis très heureux d'avoir traversé cette période parce que c'est une période très mouvementée et une période où hommes et femmes, où des hommes et des femmes vont se transformer. C'est-à-dire, on va devenir d'autres personnes et c'est ça le plus important, c'est l'émancipation. Voilà. Et le droit à la parole. Voilà. Et le droit à différentes choses qui vont arriver, disons, tout de suite derrière. Je veux dire l'égalité homme-femme, etc., etc., la contraception, ces choses qui étaient nouvelles et qui portaient en elles-mêmes, disons, l'émulation des années 68. Voilà. Et vous, en matière d'émancipation, enfin vous, au sens un peu générique, à Besançon, on a été en avance à ce niveau-là. Vous avez annoncé 68 à la Rodiaceta. Oui, alors, tout est parti, disons, avant 68, puisque en 67, il y a la grande grève de la Rodiaceta à Besançon, où un matin, 800 travailleurs vont arrêter le travail et vont occuper l'usine. Mais derrière cette occupation, il y a un aspect revendicatif, celle, disons, de contrer les revendications patronales, à savoir qu'ils voulaient supprimer 13% de notre salaire, ils voulaient, disons, mettre en chômage, licencier 2100 personnes, ils voulaient supprimer une partie du 13e mois, etc. C'est-à-dire qu'il y a les aspects revendicatifs, mais aussi, et là c'est important, tout l'aspect culturel qui, dans d'autres entreprises, n'était pas mis en avant. Et nous, c'était une construction de l'individu qu'on voulait, c'est-à-dire être reconnu comme humain et non pas comme marchandise. Voilà. Et pour vous, ça voulait dire accéder à la culture, c'est pouvoir se défendre en fait. Oui, c'est tout à fait ça, parce que il est évident que quand vous avez affaire, disons, dans la société de cette époque, et je pourrais dire qu'aujourd'hui c'est pareil, et sinon pire, je veux dire que on n'est pas représentatif de soi-même, c'est-à-dire on n'a pas droit à la parole. C'est le chef qui décide pour vous. Vous avez un contrat qui, je veux dire, vous lie à l'employeur de façon très importante. Et donc, vous n'avez pas de liberté ni de mouvement, ni de parole. À partir de là, il arrive à un moment donné où ces jeunes qui avaient fait la guerre d'Algérie en ont marre de ce fait et se mettent en mouvement. Parce qu'on n'a rien sans rien. La lutte est nécessaire pour gagner sur les attaques qui sont portées par le patronat et par le gouvernement en général. Voilà, c'est ça que on se met pas en grève pour le plaisir de se mettre en grève. On se met en grève parce que c'est nécessaire à l'individu, parce qu'il veut pas perdre son intégrité. Et pour ça, donc, lire, faire du cinéma, tout ça, ça vous a aidé justement à vous émanciper et à prendre la parole autrement, avec plus de force, plus de puissance. Oui, parce que quand on a droit à la parole, on peut répondre aux arguments qui sont développés par l'adversaire. Et là, c'est important. Tant que vous êtes là, puis tout d'un coup, vous savez, vous voulez parler, puis vous ne pouvez pas. Parce que vous ne savez pas dire les choses. Vous pouvez les dire avec votre cœur. Vous avez la fripe, vous avez la gouaille pour ça. Mais ce n'est pas simplement ça qu'il faut. Il faut une analyse spécifique. Donc, si vous n'avez pas cette analyse, eh bien, la personne qui est en face de vous, ben, vous roule dans la farine. C'est le coup classique. À l'époque, on disait « Ah, ce mec qui parlait bien, on va voter pour lui ». C'était aussi simple que ça. Voilà. Donc, à partir du moment donné où vous prenez la parole, eh bien, vous êtes maître d'œuvre de votre destin. Et ça, c'est tellement important que vous ne pouvez pas imaginer le moment, les moments les plus gracieux quand vous dites à une foule, hein, vous dites les choses telles que vous les vivez, et puis telles que vous les projetez dans l'avenir. Voilà, ça c'est important. Vous avez des souvenirs presque physiques de ça, et d'émotions au moment où justement on exprime ce qu'on ressent, l'analyse qu'on Oui, peut alors transmettre. moi j'ai toujours été un contestataire né. J'ai commencé à militer à l'âge de 14 ans à la JOC. Hein. Je défendais les contrats d'apprentis. Jeunesse ouvrière chrétienne. Voilà, jeunesse ouvrière chrétienne, et je défendais, je veux dire, les contrats d'apprentissage. Parce que c'est vrai qu'on n'était pas payé, on travaillait 10 heures par jour, etc. etc. Et ensuite, dans la projection de ma vie, j'ai toujours été devant pour essayer de gagner ma propre confiance, parce que j'en avais absolument pas. Et puis, au moment où, à un moment donné, quand vous êtes dans une réunion où il y a une dizaine, une trentaine, une cinquantaine, une centaine de grévistes,
Et tout d'un coup, vous prenez la parole parce que si vous semblez nécessaire de la prendre, alors vous bafouillez. Mais pourtant, vous parlez. Vos mots sont dissolus, c'est pas bien rangé tout ça, mais vous arrivez à dire des choses. Et puis, quelque temps après, eh bien, la parole devient plus facile parce que vous comprenez, vous analysez, et puis, eh bien là, vous êtes en représentation évidemment, mais vous êtes une autre personne. Alors, le cinéma, on va y venir quand même, a fait partie justement de cette éducation-là, de cette émancipation-là. Racontez-nous un petit peu la genèse de ces groupes Medvedkin. Ouais, alors la genèse, c'est d'abord on est une vingtaine de copains qui travaillent à l'équipe B en 4-8. Et puis on est tous militants, on est activistes culturels, politiques et syndicaux. Depuis 1965, 65 pour moi, d'autres avant. Et on est tous au CCPPO, Centre culturel populaire de Panante-les-Orchamps. Voilà. Donc là, ça fait des années et des années qu'on milite pour le droit à la culture. Et disons, c'est l'occasion pour nous d'être confrontés à l'art, sous toutes ses formes, peinture, sculpture, théâtre, littérature, etc., etc. Et cette confrontation, justement, va nous transformer. Il n'y a pas que les livres, c'est aussi les auteurs, la rencontre avec des auteurs. C'est la rencontre avec la grande musique, avec Bach, c'est ça qui tout d'un coup va nous ouvrir des horizons nouveaux et qui va faire de nous d'autres personnes. Voilà. Donc on milite au CCPPO, et dans ce cadre-là, tout d'un coup, il y a la grève qui arrive, et on est en occupation d'usine. Et puis, il y a René Berchoux, qui est le président du CCPPO, va faire un appel à Chris Marker, et va lui dire si tu n'es pas en Chine ou ailleurs, écoute, viens à Besançon, il se passe quelque chose. Et un matin, René entend frapper à sa porte, et il y a quelqu'un il ouvre la porte, et il dit qui êtes-vous? Il dit je suis Chris Marker. Voilà. Donc ça commence comme ça. Donc Chris va venir devant l'usine, il va regarder parce qu'on est en occupation. Il va prendre des premiers plans avec Pierre Lhomme. Mario Marais non, il n'est encore pas là. C'est encore pas là. Il y en a deux qui vont prendre les premiers plans. Puis après, il va revenir avec Mario Marais pour faire le film. Ce film qui va s'appeler À bientôt, j'espère. Voilà. Donc, c'est cette mise en mouvement de quelque chose qui va tout d'un coup, au fil du temps, s'ouvrir pour cette vingtaine de potes-là qui militent activement. Et un jour, eh bien, Chris Marker va présenter son film aux salariés de la Rodia. En mars 67. Tout à fait. Et puis, bon, ça ne plaît pas... Non, pas mars 68, pas 67. Mars 68. Et donc, là, oui parce que 67, c'est l'époque où il filme. D'accord. Et il filme jusqu'en décembre 67. D'accord. Donc ça, c'est les premiers plans qu'il présente quand même. Voilà. Non, il présente son film. Et donc, ça ne nous plaît absolument pas. Enfin, quand je dis ça ne nous plaît pas, c'est-à-dire on ne se voit pas dans ce film. Vous ne vous y retrouvez pas. Voilà, on ne s'y retrouve pas. Et donc, Chris Marker va à un moment donné nous dire, écoutez, si les films que nous avons faits, moi et Marker, ne vous plaît pas, on peut vous aider à faire vos propres films. Je raccourcis, parce qu'en réalité, c'était plus long que ça. Et bon, c'est pas mis en place encore. Puis il va y avoir, à un moment donné, au building, l'ancien cinéma qui a disparu aujourd'hui à Besançon, il va y avoir, disons, une vente de livres du Parti communiste. Godard va être là, Marker et tout ça, et Mario Marais, et ils vont dire, voilà, et dans le même laps de temps, à Paris aussi, l'idée fait son chemin comme quoi il faut décentraliser la création de cinéma, et donc ils partent du principe qu'il faut créer une équipe cinéma ouvrier. Voilà. Alors, cette équipe, il le formule, et puis après, ça va se mettre en place justement avec cette vingtaine de gars-là. Ces vingtaines de gars. Et vous allez être formé au maniement voilà. de l'appareil photo puis de la caméra. Voilà. Alors donc, comme on n'y connaît absolument rien, parce que pour nous, le cinéma, c'était les westerns, des trucs... bon, on était cinéphiles, mais on ne savait pas... La partie technique, on ne la connaissait absolument pas. On ne savait pas comment c'était fait. Donc, il faut apprendre tout ça. Et pour apprendre, on va déjà travailler la photographie. Et on va faire... on faisait des virées à Besançon, le dimanche matin. Et on filmait, d'ailleurs, il y a beaucoup de photos qui sont dans les films
qui vont être récupérés pour les films qui vont venir après. Et on va faire des reportages avec, disons, une grande cinéaste parisienne qui s'appelle Ethel Bloom, que j'ai rencontrée à Paris il y a pas si longtemps que ça. On ne s'était pas vu depuis 50 ans. C'est assez, et c'est une grande dame qui va, à travers toutes les photos qu'on va prendre, elle va nous aider à avoir un autre regard. Parce que la tendance, c'est de regarder les personnes, mais pas voir ce qu'il y a à l'intérieur des personnes. C'est-à-dire, quand on fait un reportage, il faut voir ce qui habite l'image qu'on réalise. Donc, il va falloir mettre tout ça mettre en œuvre. Et elle va nous apprendre tout doucement en disant, non, non, là, tu es un dégueulasse, tu as fait ça comme un cochon, recommence, c'est pas bien, là, tu te tiens mal, là, tu te positionnes mal, tous les trucs. Et au stylo rouge, hein, tac, 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 ça tac. rigolait pas. Ça rigolait pas, hein, je veux dire, c'était assez difficile. D'ailleurs, on était malheureux, parce que quand tu as un groupe et que tu vois qu'il y en a qui réussissent, puis pas toi, tu n'es pas bien à l'aise, quoi. Voilà, donc on va faire ça pendant un certain temps, puis après on va recevoir une Super 8 de Godard. Il vous a envoyé une caméra. Oui, il nous a offert une caméra Super 8. À l'époque, c'était rare. Et puis c'était des petits formats de 3 minutes. Hein. Tu sais, tu mettais derrière, là, ça allait vite, ça allait super vite. Donc, ça y est, c'est déjà fini là, hein, avec la caméra. Oui, là, il n'y en a plus. Là, voilà, donc là aussi, on va faire école. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette caméra? On monte, on démonte, on monte, on démonte, on monte, on démonte, on monte, on démonte. Comme une arme, comme une arme. D'ailleurs, Binetruy, Georges, qui est... il dit, moi, la seule arme que j'avais tenue, c'est celle que je tenais pendant la guerre d'Algérie, voilà. Et lui, il va considérer que pour lui, c'est pareil, parce que à l'armée, eh bien, on monte, on démonte pour avoir toujours un fusil qui fonctionne très bien. Et là, l'arme, c'est la caméra. Là, c'est la caméra. Mais on en parle en tant qu'arme, mais c'est une image. On sait encore pas tout à fait quelle arme c'est. Voilà, on va le découvrir après. Donc là, vous avez cette caméra, mais il faut être formé. Oui, alors justement, montage, démontage. Et puis après, on va passer à la phase comment on utilise l'outil. Donc, c'est Pierre Lhomme, tous des grands de grands, qui viennent tous les dimanches, ils sont là, ils viennent depuis Paris. Je ne sais pas s'il faut voir tout ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis là, on apprend à faire des travelling, on apprend à comment on dit, là, je ne sais plus les termes exacts, mais faire à zoomer, etc., etc. Et puis, là aussi, on apprend qu'est-ce qui se cache derrière le film, pourquoi on fait un film, avec qui on fait un film, comment on fait un film, etc., etc. C'est ça, on apprend tout ça, c'est-à-dire on apprend à avoir une écriture pour savoir ce qu'on va montrer, pour savoir ce que les gens, ce qu'on va mettre en avant, le plus important, pour que l'idée qu'on veut émettre soit comprise par le plus grand nombre. Voilà. Donc on va apprendre tout ça. Et ça va prendre un an. Ça va prendre un an. On n'a pas mis 5 minutes. Hein, il y a des gens, ils croient que ça se passe comme ça, tac, tac. Aujourd'hui, il y a le portable. Mais là, c'est pas pareil, parce que derrière, il y a l'idée. Il y a l'idée de pourquoi on fait ça. Voilà. Il y a toujours du fond. Toujours, tout le temps, tout le temps. La forme est au service du fond. Tout à fait, voilà. Et donc là, on est en 68, et comme il reste des rushs de Chris Marker sur son film À bientôt j'espère, où il fait l'interview d'une jeune femme qui s'appelle Suzanne Zedek et de son mari, donc la grève de mai arrive, et on est devant l'usine où Suzanne travaille. Donc la grille est ouverte, les patrons sont derrière la grille et le personnel est devant. Et cette jeune femme prend la parole pour la première fois, elle monte sur le tonneau, comme on dit chez nous, c'est-à-dire elle monte sur un mur et elle a écrit un petit laïus, mais qui est sublime. Ensemble, 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 on fera des choses. On a voulu faire la grève ensemble, on la fera ensemble, etc. etc. Et c'est cette femme qui, auparavant, dans le film de Chris Marker, ne parle absolument pas, va s'avérer devenir une autre femme, elle aussi, ce qui montre bien qu'avec la culture, eh bien, on acquiert des droits, on acquiert des devoirs, mais on acquiert aussi une identité et une intégrité. Donc ça, c'est Classe de lutte. C'est Classe de lutte. Donc voilà, c'est le premier film qui va être fait, qui est une œuvre collective, mais qui va être finalisé par Paul Seb parce qu'il a plus de temps que nous, et puis il va à Paris parce qu'il y a des moyens qu'on n'a pas à Besançon, parce que lier l'image au son, même avec une table de montage, c'est pas si évident que ça. Il faut que ça soit synchro et tout. Donc, c'est à Paris que ça se passe. Mais tout le reste est fait à Besançon. Tout a été filmé, photographié, etc., etc. Tout est fait.
l'écriture, tout est fait ensemble, on le fait tous, c'est une œuvre commune, avec des particularités, des gens qui filment plus que d'autres, parce que, comme je le disais, eh bien, on n'est pas tous au moment où il faudrait être pour réaliser. Et comment il est reçu, Classe de lutte, par rapport à Bientôt j'espère, justement, où il y avait eu des critiques, voilà, où les gens ne se retrouvaient pas forcément? Est-ce que c'est différent avec Classe de lutte? Ah ben, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent parce que Classe de lutte, c'est le reflet d'une vie de travail et de lutte. Hein, cette femme. C'est ça. Donc, on est dans la réalité. C'est-à-dire que lui, quand il vient filmer, il file un moment historique d'une lutte avec des individus. C'est ça qu'on n'avait pas compris. C'est un film qui est très beau. Quand on le regarde, il est magnifique. Mais au début, tout le monde voulait voir ses muscles rouler sur les épaules pour montrer la sueur, montrer la souffrance, etc. Parce que c'est ça que l'ouvrier, il veut montrer sa souffrance au travail. Et puis, comme Marqueur ne pouvait pas rentrer dans l'usine, à part le deal qu'on avait fait avec un gardien pour filmer un soir, Vautier va rentrer et puis il va filmer, je veux dire, les gars qui pointent. D'ailleurs, on voit Georges et tout. Va filmer un peu comment les gars travaillent. Et, voilà. Mais autrement, on ne pouvait pas rentrer dans une usine filmée. Voilà. Et c'est cette rencontre-là qui fait que, je veux dire, les choses deviennent évidentes. C'est-à-dire qu'on fait ça comme un acte militant. Tous les gens qui ont travaillé à ces œuvres collectives ou individuelles ont fait ça comme un acte militant. Mais ça s'est pas fait ailleurs? Ça s'est fait qu'ici, à Besançon? Ben, à l'époque. Ça s'est fait dans d'autres parties du monde, puisque ça s'est fait en Union soviétique, ça s'est fait en Italie, ça s'est fait en Allemagne, ça s'est fait aux États-Unis, mais sous différentes formes. On peut pas. Là, ce qui était important, c'est que pour la première fois en France, des ouvriers prennent la caméra et la prennent totalement. C'est-à-dire, ils vont concevoir eux-mêmes leur propre film, tout en sachant qu'il n'y aurait pas eu les gens du cinéma, on ne pouvait pas finaliser les choses, parce qu'il faut des moyens qu'on n'avait pas. Hein, parce que la pellicule coûtait cher, donc elle était volée, ou elle était, quand je dis volée, on en prenait, quand il y avait un film, ils en prenaient un bout, et puis ils nous l'amenaient. Par exemple, quand Bruno Muel filme devant Yema, Suzanne, il a 120 mètres de film. Donc ça fait une demi-heure, aller-retour, réversible, tout ça, ça fait une demi-heure. Donc il n'a que ça. Et c'est extra, c'est juste ça qu'il faut. Je veux dire, il n'y a pas plus, pas moins. Voilà, tout était comme ça. Et par la suite, vous avez continué à le voir, Chris Marker, vous avez gardé des contacts avec lui et avec les autres cinéastes qui vous ont accompagné dans cette aventure? C'est une grande fraternité. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu un abandon, ni des uns ni des autres. Mais la vie fait qu'on n'est pas, on n'est pas au même endroit. Eux, ils sont à Paris, mais Chris Marker est venu à plusieurs reprises à Besançon, et chaque fois, on allait chez Georges Binetruy manger, déjeuner, et on faisait la Révolution, on regardait ce qui allait pas au niveau... Parce que c'était un homme qui était très particulier. C'était un écrivain, un essayiste, c'était un homme expérimentateur. Oui, beaucoup. Technique. Il était dans la technique, il avait un beau chat. Donc, c'était un homme qui avait une voix très particulière, il susurrait. Donc, il fallait être à l'écoute. Il parlait comme ça, tout doucement, là, et il susurrait, c'est le mot exact qu'on peut employer. Mais il avait vécu dans le monde, un monde qu'on méconnaissait, et c'est ça le plus important. Moi, j'aurais voulu avoir un père comme ça, par exemple, parce qu'il est allé à Cuba, il est allé dans tous les pays communistes, il a vu des choses, et il a porté à notre attention le fait qu'il ne fallait pas simplement être victime des affiches en couleur. Il fallait regarder son monde tel qu'il était, mais chercher derrière les portes qui étaient fermées, ce qui se passait. Voilà, c'est ça qui nous a montré. Et moi, je l'ai vu m'emmener à Paris et aller dans une de ses planques. Il avait une chambre qui était toute petite, parce qu'il avait des planques. Et il avait plusieurs endroits. On ne savait jamais où il était. Oui, non, on savait. Mais tout le monde ne savait pas, hein, c'est vrai. Et donc, il m'a emmené dans une petite chambre. Il y avait des livres partout. Il m'en a donné, je les ai encore là. J'ai même un livre où François Mitterrand a dédicacé le livre à Chris Marker. Et il m'en a donné un gros carton. Alors, je suis parti avec un gros carton de bouquins. Mais c'était un homme qui était d'une grande douceur, mais d'une grande fermeté intellectuelle. Voilà. C'était des hommes comme ça. C'est des hommes de courage. Vous en avez besoin de ces hommes-là. Voilà. Parce que des fois, on croit qu'on a tort quand on fait des mouvements, quand on lutte. Des fois, on pense qu'on a tort parce qu'on crée préjudice à l'autre. Et l'autre, il ne sait pas pourquoi on se met en grève. Donc voilà. Et lui, il nous montre que non.
est politiquement pareil. Il ne faut pas croire la parole, il ne faut pas croire le dogme. Donc il faut éliminer le dogme, parce qu'on ne peut pas avoir sa propre intégrité si on est dans le dogme. Et tout ça, il vous le montre. C'est des grands débats, c'est des grandes discussions avec ces hommes. Et ces groupes Medvedkin, cette époque, tout ça, est-ce qu'elle elle a fait, elle a fait école dans le cinéma? Il y a des gens aujourd'hui qui se revendiquent de ce qui s'est fait à cette période-là, dans ces années 68. Moi, si je regarde tous les mémoires qui ont été réalisés sur les groupes Medvedkin, il y a des quantités incroyables. Incroyables. Encore dernièrement, là, cette année, j'ai eu 3 étudiantes qui ont fait un mémoire sur les groupes Medvedkin. 68, 67, 68, etc., les groupes Medvedkin. Mais tous les ans, il y a des gens qui s'intéressent à ça. Tout partout, il y a des gens qui... je veux dire, il y a des réalisateurs qui font les films. Le dernier en date de Marc Perrou, là, qui a fait un film aussi là-dessus, d'ailleurs un très beau film, et qui montre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette boîte, quoi. Voilà. Et ça, mais il y a eu aussi des films qui s'en inspirent, qui sont pas... parce que là, vous parlez de Marc Perrou, c'est vrai qu'il a fait quelque chose sur la Rhodia, mais il y a aussi effectivement des cinéastes d'aujourd'hui qui ont été élevés à oui, oui, ben, ils ont été le biberon du groupe. Hein, c'est-à-dire qu'on a enfanté, excusez-moi d'expression, mais on a enfanté, je veux dire, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui aujourd'hui prennent en main cette façon de voir les choses, quoi. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas du cinéma pour faire du cinéma, quoi. C'est pas de la fiction. C'est-à-dire, ils filment du réel. Et il y a beaucoup de documentaires qui sont faits sur cette base, voilà. Donc parce que les nouvelles, ah non, pas du tout, faut pas croire. 68 n'est pas mort, on veut l'enterrer, mais 68 n'est pas mort. Au contraire, il est mis en valeur. Et aujourd'hui, plus qu'hier. On n'a rien sans rien. Les gens, ils croient que il faut rien attendre du gouvernement et du patronat. Moi, j'ai jamais vu dans ma vie un patron dire merci à ses ouvriers, jamais. Ou alors vraiment un patron de base qui a 3 ouvriers autour de lui. Mais les grands patrons, j'ai jamais vu quelqu'un. Au contraire, regardons ce qui se passe. En 68, il y avait 350 000 chômeurs. Aujourd'hui, il y en a plus de 5 millions. Je veux dire, est-ce que les choses ont changé en bien ou en mal? Voilà, c'est tout ça qu'il faut voir. Ils nous font ce baratin depuis des années et des années. Moi, j'y crois plus. J'aime pas ces gens-là. Mais vous avez gardé cette âme militante quand même. Mais ça se voit pas. Ça se voit, je crois, non? Moi, j'ai pas changé. Moi, au contraire, je suis beaucoup plus affiné. J'essaie de comprendre, parce que c'est pas facile de tout comprendre. Voilà, parce qu'on nous cache tellement de choses. Puis c'est tellement bien fait aussi, tout ça. C'est-à-dire qu'on a en face de nous des médias avec une importance telle qu'aujourd'hui, ils modifient, ils formatent les gens. Donc c'est ça qui est grave, parce qu'il n'y a plus de débat contradictoire. Mais pour terminer, aujourd'hui, enfin, vous avez pris la caméra pour filmer la vie, l'âme des ouvriers aussi. Aujourd'hui, est-ce que les gens, c'est peut-être plus simple à la limite, ils ont un téléphone, Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, ce côté instantané ouais. L'image tue l'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook, vous allez il y a des milliards et des milliards d'images. Mais quelle image? Alors il y a des choses qui sont... Facebook, il peut avoir un côté positif, à savoir qu'il y a quelqu'un tout d'un coup il se passe un événement, et il filme cet événement, il le transmet, et là ça peut avoir un côté connaissance. Tiens, il s'est passé quelque chose à tel endroit, il y a eu mort d'homme, il y a eu blessé, etc., etc. Là, ça peut être bien. Mais si vous envoyez des selfies, je veux dire, à quoi ça sert? L'objet, c'est que... Pourquoi on a pris Medvedkin? Medvedkin, c'était un réalisateur soviétique qui avait la particularité d'avoir un train. Il avait 3 wagons. Un wagon où il développait les films qu'il prenait, un wagon où les gens couchaient, et un wagon où il faisait le montage. Donc il filmait dans les kolkhozes, il filmait dans les villages, etc. Il filmait, il montait, et puis il présentait aux gens et il discutait. Voilà. Et il revenait 15 jours après ou un mois après pour voir comment ça avait évolué. Et nous, on a pris ça. C'est-à-dire, il faut avoir dans la vie, par rapport à l'image, il faut avoir un débat contradictoire. Est-ce qu'en regardant la télévision, on a un débat contradictoire? Non. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Est-ce qu'avec ça, on a un débat contradictoire? Non, il n'y a pas de débat contradictoire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous faire votre propre... vous ne pouvez pas avoir votre propre information
la disséquer de façon à voir si c'est pas un fake news ou un truc comme ça. C'est ça le plus important. Et nous, quand on a fait nos films, c'est ça. Nouvelle Société, c'est des toutes petites films. Pourquoi Nouvelle Société? Parce qu'à l'époque, Chaban-Delmas et puis, comment il s'appelait le président de la République, Pompidou, parlaient de Nouvelle Société, la jeunesse, écoutez-nous, rejoignez-nous, etc., dans notre nouvelle société, baratin, 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 parce que là, il fallait marner 10 heures par jour comme des cons, et donc, ils ne nous apportaient rien, ces gens-là. Donc, il fallait montrer tout ça. Pourquoi que les mecs, ils se coupaient les doigts dans les entreprises? Parce que le gars ça fait 3 jours qu'il est là, on ne lui a encore pas appris à faire les choses convenablement, et tout d'un coup, il y a un doigt qui tombe. Je veux dire, c'est tout ça qu'il faut montrer. Et on l'a montré. Cette jeune gamine qui a 14 ans, qui voit sa mère et son père une fois par semaine, parce que le père, il travaille, il est chauffeur, et il est dans toute la France. La mère, elle travaille dans une entreprise de biscuiterie, et puis, elle ne voit jamais sa fille. Elle la voit, mais elle n'est pas là. C'est-à-dire, quand elle rentre, elle fait le ménage, elle fait la vaisselle, elle n'est jamais là, sa mère. Elle n'est jamais là pour l'enfant. Voilà. C'est ça qu'il faut montrer. Et c'est ça qu'on a fait. C'est ce que les aînés racontent aussi, qu'ils ne se voient pas et que... Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que le mécontentement des gens, parce que dans toutes les familles aujourd'hui, on pourrait être mécontent, parce qu'on croit que le bonheur, c'est l'argent, c'est le matériel et tout ça. Non, c'est le rapport à l'autre qui est le plus important. On s'en fout. Moi, j'ai une bagnole qui a 400 000 km, j'en ai rien à glander, moi, Si, j'aime les œuvres d'art. Voilà. Moi, là-dessus, je suis imparable. Et les livres. Les livres. Mais, je veux dire, si vous n'avez pas quelque chose qui vous soutient dans votre vie, ben vous n'êtes pas grand-chose en réalité. Parce que déjà, la vie, elle est très courte. On croit qu'elle est longue, mais c'est très court. Et donc, si vous pouvez embellir votre vie par quelque chose de particulier, il faut y aller. Il ne faut pas faire semblant, il faut y aller. Voilà. Et beaucoup de gens se plaignent qu'ils ont des petites vies. Mais évidemment, quand on gagne 850 € par mois, eh bien, on a des petites vies parce qu'on ne peut pas aller au théâtre, on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller dans des conférences, on ne peut pas aller nulle part. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que la petite vie. Moi, j'ai ma sœur, elle gagne 850 € par mois. Quand elle a payé son loyer, il lui reste presque plus rien. Comment voulez-vous que cette femme, qui a 84 ans, sorte? Elle ne sort pas, jamais. Télé, 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 télé. Donc, elle parle comme la télé. Voilà, c'est des gens télé. Moi, j'ai une petite question, mais vous répondez à Catherine. Oui. Parce on parle beaucoup du fond là, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est cette relation avec la caméra que vous avez eue. Vous êtes jeune ouvrier, vous vous retrouvez avec une caméra. Parlez-moi de cette relation que vous avez eue avec cette caméra. Bah écoutez, moi, la première fois que j'ai eu la Beaulieu, la 16 mm, c'est comme si j'avais dans mes bras une femme. C'est-à-dire, c'était... alors, premièrement, j'ai eu très peur, parce que c'est très lourd. Je ne sais plus maintenant si les caméras sont lourdes, mais à l'époque, c'était très lourd. Et donc, on est là, et puis on tient la caméra, il y a l'œilleton et tout. Et donc, c'est un moment de grâce, puis un moment douloureux, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer avec cet objet. On ne sait pas comment ça va se passer. Et très rapidement, Pierre Lhomme nous mettait à l'aise. Il nous disait, voilà, pour faire des travelling, etc., il nous montrait. C'était une relation qui va devenir passionnelle. C'est-à-dire, après, ça va être un outil qu'on va mettre sur l'épaule parce qu'on la connaît bien, tout en sachant que techniquement, intérieurement, on ne connaît pas toutes les ficelles parce qu'on n'a pas appris tout ça. Mais l'important, c'est l'image et ce qu'on filme. Voilà, qu'est-ce qu'on veut dire et tout. Voilà. Donc, ça devient passionnel. C'est-à-dire, j'ai ici Georges Binetru, là, qui est là, et il tient la caméra, mais c'est un mec qui est heureux comme tout. Il est heureux, on est heureux on ne peut pas définir ce moment de grâce. C'est quelque chose de tellement exceptionnel. Vous savez, on était 20 sur, je ne sais pas moi, 12 millions d'ouvriers en France, ou 15 millions, ou 18 millions, je ne sais plus à l'époque. On était 20 à pouvoir avoir une caméra dans la main. Mettez-vous... On ne pensait pas les choses comme ça, mais on savait que c'était un moment où personne n'avait vécu ces instants magiques. Voilà. Et cette caméra, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai moins peur. Moi, je suis un peu habitué à la caméra. On le voit. Vous faites des interviews, il y a des gens qui sont un peu gênés parce que... C'est vrai que... pas peur. Non, elle ne me fait absolument pas peur parce que j'ai connu ça. J'ai connu. Voilà. Donc, j'ai pas peur de ça. Mais c'est pour moi des moments exceptionnels, quoi, des moments de grâce.